Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence qui pose la question suivante. Le gouvernement a-t-il peur de la jeunesse? Je vais répondre d'emblée en vous disant que non. Le gouvernement n'a pas peur de la jeunesse. Parce que la jeunesse, ça ne veut absolument rien dire. Parce que la jeunesse, ça veut tout rien dire. Il faut plutôt parler des jeunesses. Il y a des jeunesses qui ont des conditions sociales, des conditions matérielles qui sont très très différentes. Dès lors, le gouvernement a peur des jeunesses. Ça, par contre, c'est une garantie. On a pu le voir, par exemple, quand il y a eu les mouvements climat. Et je pense que c'est important de rappeler que c'est cette jeunesse-là qui a été la première à organiser des grèves à l'échelle mondiale pour le climat. Et ça a été terrifiant pour le gouvernement, pour tous les gouvernements. Et alors, ils ont trouvé la méthode très simple, qui est la méthode du greenwashing, c'est-à-dire on vous tape dans la main en disant « oui, vous inquiétez pas, vous pouvez vous mobiliser », et ensuite, à la fin, rien ne change. Résultat, vous avez une jeunesse écologiste qui a des mouvements, des moyens d'action qui sont de plus en plus radicaux, et quand on voit la répression qui est faite sur le mouvement écologiste, eh bien, on peut dire que oui, le gouvernement, il a peur de cette jeunesse écologiste. Le gouvernement, il a aussi peur de la jeunesse qui marche pour Adama, de la jeunesse qui a participé aux révoltes des quartiers populaires pour dire que non, il fallait que les violences policières et l'impunité, elles cessent. Et on a vu la répression qui a été utilisée contre ces jeunes, désespérés de l'inaction politique. Et on a vu, comme pour les écologistes, une répression qui a fait preuve du côté terrifiant. Oui, je veux des questions ? C'est un peu trop fort, excusez-moi, on peut peut-être baisser le son ? Mais regardez à côté, vous avez un meeting énorme, ils vont essayer d'outrepasser. Vous avez aussi un gouvernement qui a peur d'une jeunesse mobilisée pour le service public, et particulièrement pour le service public de l'éducation. Rappelez-vous du mouvement contre Parcoursup, qui a été un immense mouvement dans les universités, et qui a fini, comme pour le mouvement écologiste, comme pour le mouvement pour la justice sociale et contre les violences policières, qui a terminé dans la répression. Et vous avez aussi des lycéennes et des lycéens qui se sont mobilisés, notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et encore une fois, ça a été la même réponse. La répression, et vous vous rappellerez de ces jeunes à genoux, main sur la tête, à Mantes-la-Jolie. Vous avez aussi un gouvernement qui a peur de cette jeunesse qui a porté le gilet jaune. Parce que oui, cette jeunesse-là, elle existe aussi. Et comme toutes ces autres jeunesses qui se retrouvent à avoir des précarités dans l'éducation publique, dans l'enseignement supérieur, qui se retrouvent à avoir des difficultés d'accès au logement. Parce qu'il y a une lame de fond aujourd'hui, une lame de fond économique qui est due au capitalisme, qui rend l'accès au logement de plus en plus difficile. Vous avez une ultra-concentration du logement privé qui empêche l'achat pour les jeunes. Vous avez aussi une ultra-précarisation des métiers, où vous avez beaucoup de jeunes qui se retrouvent à avoir des métiers précaires, en CDD, en intérim, et vous avez même tout ce mouvement de précarité qui s'est institutionnalisé avec l'alternance. Et vous avez notamment ces jeunes travailleurs qui se sont retrouvés dans le mouvement contre la réforme des retraites. Vous avez d'autres mouvements, je peux parler du mouvement féministe, je peux parler du mouvement pour les droits LGBT. Et je vous explique tout ça, et je vous ai dit qu'il n'a pas peur de la jeunesse, mais qu'il a peur de toutes ces jeunesses. Parce que chaque fois que ces jeunesses-là se mobilisent sur leur sujet, il n'y a qu'une seule réponse, c'est la répression. Et il y a un tournant qui a eu lieu avec Gérald Darmanin notamment, et avec aussi Christophe Castaner, où la répression contre les jeunes s'est totalement banalisée, et il y a un paroxysme qui a été atteint dans les rues des villes dans lesquelles des jeunes étaient arrêtés arbitrairement lorsqu'ils participaient à des manifestations spontanées contre la réforme des retraites. Le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est que le gouvernement, il aura peur de ces jeunesses à partir du moment où elles convergeront les unes avec les autres. Parce qu'on a un intérêt, qui est déjà un intérêt générationnel, mais qui est aussi un intérêt de classe, parce que ce sont les milliardaires qui sont en grande partie responsables de la situation, c'est la question du combat écologique. Et parce qu'avec le combat écologique, on est capable de remettre en cause les structures du capitalisme, on pose alors la question de l'accès à l'emploi des jeunes, on pose la question de l'accès au logement, et on pose aussi la question d'une autre société, d'une société dans laquelle on a la libre détermination de son genre, dans laquelle on a le droit d'aimer qui l'on veut, sans avoir à répondre aux insultes ou aux injonctions de certaines et certains. Bref, c'est cette convergence que nous allons discuter et que nous allons essayer de continuer d'organiser aujourd'hui avec nos invités, Éléonore Schmitt, secrétaire nationale de l'Alternative et porte-parole de l'Union étudiante, puisqu'il y a eu des changements. Emma Fourreau, co-animatrice des Jeunes Insoumis. Et Manès Nadel, secrétaire nationale à la Voix lycéenne. Alors mes chers
Et j'ajouterai aussi une dernière chose, parce que c'est Jean-Luc qui m'a fait la réflexion quand on en discutait. Il y a quand même quelque chose qui est impressionnant avec le mouvement social de jeunesse, c'est déjà l'intensité, la force, la pluralité, et aussi ses porte-paroles. Parce que oui, dans tout mouvement, on se trouve à avoir des porte-paroles. Et vous avez ici un beau panel de porte-paroles du mouvement social de jeunesse, et je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas connu ça, et c'est une véritable fierté de vous accueillir tous les trois, toutes les trois. Je suis sûr qu'avec vous, on ira loin. Merci beaucoup pour l'invitation à cette conférence et à ces amphis de manière générale. Et effectivement, je suis très contente aussi de participer à cette table ronde avec vous. Alors moi, je ne vais pas essayer de revenir ici sur le titre de la conférence en cherchant à vous convaincre que oui, on peut dire que le gouvernement il a peur de la jeunesse, parce qu'on le sait, on l'entend sur tous les plateaux télé, à chaque mobilisation depuis des années. On l'a entendu encore dans le mouvement social contre la réforme des retraites, que les macronistes disaient que la jeunesse se mobilise, c'était leur hantise. On connaît la théorie du tube de dentifrice, comme quoi quand la jeunesse sort, c'est impossible de la faire rentrer à nouveau chez soi. Et puis on a toutes et tous en tête aussi un peu l'image d'Épinal de mai 68 avec des centaines de milliers d'étudiants mobilisés dans la rue. Mais bon, en soi, une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a dit que oui, le gouvernement a peur de la jeunesse, on n'a pas forcément dit grand-chose. Si les gouvernements successifs, ils ont peur de la jeunesse, c'est parce que dans l'histoire, celle-ci, elle a pu faire office justement d'étincelle. C'est parce que la jeunesse, elle a cette capacité d'entraînement pour tout le mouvement social, pour laisser aux syndicats professionnels, aux travailleurs et aux travailleuses mobilisées le temps de pouvoir préparer la grève et le temps de renforcer le mouvement. La jeunesse, on le sait, elle est en capacité de partir très vite dans un mouvement social, mais elle est aussi en capacité de tenir sur la durée et d'incarner une radicalité. Je parlais de mai 68. En mai 68, c'est la mobilisation justement des étudiants qui va pouvoir être le point de départ de l'un des plus grands mouvements de grève que notre pays a connu. En 1986, il y a la loi Devaquet qui visait à instaurer la sélection à l'université, et face à ça, il y a une mobilisation étudiante qui va permettre à la fois de faire démissionner un ministre et de faire reculer un gouvernement. Il y a un petit son. En 2006, elle a fait retirer également une loi. On en a beaucoup parlé en utilisant l'exemple du CPE ces derniers mois dans la bataille contre la réforme des retraites. Et elle a permis à ce moment-là de faire chuter politiquement le Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin. Donc oui, le gouvernement, il a peur de la jeunesse, c'est indéniable et on le sait tous. Et c'est bien pour ça qu'il n'a qu'un seul projet pour nous qui illustre justement parfaitement la vision qu'il a de la jeunesse. C'est soit le garde à vous avec la jeunesse au pas à travers le SNU, soit la garde à vue avec la jeunesse qui a été mise à genoux, comme on l'a vu. Louis parlait de Mantes-la-Jolie, mais aussi là pendant la mobilisation contre la réforme des retraites, après le 49-3, quand les policiers utilisaient justement la matraque contre le moindre jeune qu'ils attrapaient dans les manifs nocturnes et qu'après ils emmenaient au commissariat. Mais on le sait que le gouvernement a peur de la jeunesse, du coup ça ne suffit pas. La question c'est maintenant comment est-ce qu'on fait pour que la jeunesse du coup se mette en mouvement pour lui imposer une défaite. Et pour répondre à cette question, on doit d'abord du coup faire le bilan aussi de la mobilisation qu'on a connue ces derniers mois. D'abord, on vient de connaître une mobilisation qui est absolument inédite. Je pense que tout le monde partage cette idée ici. Tout simplement, c'était la mobilisation la plus importante de l'histoire de notre pays. Pour la jeunesse, c'était la mobilisation la plus massive depuis 2006 et la lutte donc contre le contrat première embauche, contre le CPE. En quelques chiffres, cette mobilisation, c'est plus de 80 établissements qui vont être bloqués en même temps au plus fort de la mobilisation dans l'enseignement supérieur et 175 établissements mobilisés sur l'ensemble de la période. C'est également plus de 500 000 jeunes présents dans les rues le 23 mars. Cette mobilisation, elle marque également le renouveau du syndicalisme étudiant. Alors du coup, Louis a fait une petite gaffe là-dessus. Effectivement, nous notamment, il y a eu la création de l'union étudiante à ce moment-là, mais ça marque un renouveau parce qu'on a un syndicalisme étudiant qui était au plus bas ces dernières années. Mais il faut également faire preuve d'humilité et savoir aussi tirer une analyse critique, puisque aussi forte soit-elle, cette mobilisation, elle n'a pas permis le retrait de cette réforme, elle n'a pas permis d'obtenir une victoire. Bien sûr, tout ne reposait pas non plus sur le dos des étudiants. On n'aurait peut-être pas réussi à faire tomber ce gouvernement nous-mêmes, mais il y a quand même plusieurs raisons qui expliquent cet échec de la mobilisation et sur lesquelles il faut revenir pour pouvoir faire mieux plus tard. La première raison, c'est une précarité étudiante qui a été exacerbée comme jamais ces dernières années. Toutes les politiques qu'a menées Emmanuel Macron, elles visent justement à ça, et on le voit bien quand son premier acte de mandat, en 2017, c'est la baisse des APL. Toutes ces politiques, du coup, elles visent juste à nous obliger à travailler à n'importe quel prix et dans n'importe quelles conditions, et à casser toutes les mobilisations et toutes les formes de mobilisation des étudiants et des étudiantes. Car quand vous avez, en plus de vos cours, une trentaine d'heures de travail par semaine, vous imaginez bien que vous n'êtes pas les plus disposés pour pouvoir vous mobiliser à côté. Quand vous passez vos journées à avoir faim, à réfléchir à où est-ce que vous allez pouvoir dormir le soir dans les pires cas, et bien là, vous n'êtes pas non plus les plus disposés à vous mobiliser. Et donc c'est là que la volonté de Macron de précariser la jeunesse, elle a été mûrement réfléchie aussi pour affaiblir notre potentiel de mobilisation.
Mais il y a aussi une deuxième raison qui explique notre échec, c'est que malgré des niveaux de mobilisation, de blocage et de nombre de manifestants extrêmement hauts, tout ça, c'est arrivé en retard par rapport à la mobilisation générale. Quand le nombre de jeunes dans les cortèges augmentait, notamment à la fin du mois de mars, c'était au moment où le nombre global de manifestants dans le pays diminuait. Et c'est ça le problème que nous avons eu dans cette mobilisation. Parce que soyons clairs, hein, lorsque la première date de mobilisation, le 19 janvier, on voit des niveaux de manifestants qui sont les plus élevés que toutes les dernières manifestations qu'on a connues dans la dernière décennie, et que face à ça, Macron il bouge pas, on se doute bien que c'est pas avec 1 ou 2 millions de manifestants supplémentaires qu'on aurait pu gagner, tellement on avait une radicalisation du pouvoir qui a été exacerbée en face de nous. De même, je parlais des établissements bloqués, je pense que Manès en parlera également pour les lycées, mais on sait bien que si on avait bloqué toutes les facs et tous les lycées en même temps, ça n'aurait pas non plus permis d'obtenir une victoire, parce que derrière, il faut également le blocage économique, parce que c'est ce rapport de force-là qui permet d'obtenir une victoire et de mettre Macron au pied du mur. Et c'est là du coup qu'il ne faut pas se tromper. Le blocage des établissements, ça n'a jamais été une fin en soi, ça n'a été toujours qu'un moyen pour montrer aux travailleurs et aux travailleuses qui faisaient grève, qui bloquaient leur lieu de travail, qu'ils n'étaient pas seuls, que la dynamique était là, et que c'était en continuant de cette manière-là qu'on arriverait à faire tomber cette réforme et le gouvernement avec elle. Et c'est donc entre autres parce que nous n'avons pas réussi à avoir le même niveau de mobilisation en même temps, au même moment, que nous avons perdu cette bataille-là. Et donc ça, on doit en tirer des éléments de cet échec si on veut pouvoir gagner la prochaine fois. L'élément principal, c'est que cette mobilisation de la jeunesse, elle a été permise par la reconstruction de syndicats étudiants locaux, université par université. Ça, on le voit quand les premières dates d'Assemblée Générale, elles sont nées d'un appel justement national, coordonné par les principaux appareils étudiants pour pouvoir poser des dates de blocage derrière, pour pouvoir avoir une action coordonnée pour ne pas répéter les erreurs du passé. Sur ce sujet-là, on voit justement bien l'outil syndical qui a permis cette organisation-là. Et c'est pour ça aussi qu'il faut pouvoir tirer le bilan de certains éléments. Alors du coup, puisqu'on est aux amphis, notamment la question du blocus challenge qui a assurément fait péter un câble aux fachos droitards, qui a permis d'avoir un écho médiatique assez important. Mais en tant que syndicaliste, je pense que je peux le dire, ça n'a pas forcément fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que les blocages dans les facs, dans les facs comme dans les lycées, c'est avant tout le résultat des forces syndicales organisées qui font le travail en amont et qui permettent du coup d'avoir une mobilisation le jour où ça tombe. Dire cela, donc c'est pas forcément pour prêcher pour ma paroisse, c'est juste rappeler que le meilleur moyen qu'une mobilisation arrive, ce n'est pas arriver le jour de la mobilisation comme si de rien n'était, mais c'est bien en amont, tout au long de l'année, à les conscientiser, à les politiser et mener ce travail-là tout au long de l'année donc sur nos campus. Et ça, c'est ce qu'on fait en tant que syndicat étudiant dans nos universités. Quand on s'exerce par exemple aux interventions en amphi, quand on organise dans nos facs des assemblées générales, quand on organise l'activité militante, on prépare des outils de mobilisation qui se retrouvent utiles le jour où une mobilisation elle éclate. Et dans le cas présent, on l'a vu sur cette mobilisation, la carte des universités les plus mobilisées, elle coïncide justement avec l'implantation des forces syndicales étudiantes. Maintenant, une fois que j'ai posé ce constat-là, la question c'est du coup quel débouché on y apporte. Moi, je considère en tout cas que la jeunesse, et d'autant plus la jeunesse scolarisée, elle a un potentiel révolutionnaire qui est relativement fort. Mais un potentiel révolutionnaire, ça ne suffit pas non plus à faire la révolution. La question maintenant qui doit nous animer, c'est comment est-ce qu'on va aller structurer notre milieu et comment est-ce qu'on va mobiliser concrètement dès la rentrée. Moi, j'en suis convaincue. Pour ça, il y a un outil qui est le syndicalisme étudiant. Face aux attaques toujours plus violentes envers nos conquêtes sociales, on a besoin aujourd'hui d'un outil qui puisse nous permettre de coordonner des actions, qui puisse nous permettre de coordonner des assemblées générales, des blocages sur l'ensemble du territoire et qui puisse avant tout donner un cap stratégique à une mobilisation. Face à la fascisation du pouvoir et contre les politiques d'extrême droite que mène notre gouvernement, pour pouvoir se former, pour pouvoir conscientiser tout un chacun et faire infuser les idées de notre camp social, on a besoin d'un outil, car ici, personne ne peut être certain que notre organisation existera toujours d'ici 1 an ou 2, selon les dérives autoritaires du gouvernement et les attaques fascistes envers nos camarades. Je viens de dresser un premier bilan de la mobilisation. Je parlais des obstacles, de la précarisation, de l'individualisation de la jeunesse. Alors à nous maintenant aussi d'aller créer du collectif, d'aller organiser la solidarité afin de permettre que l'on soit toutes et tous armés idéologiquement pour affronter les défis qui nous attendent et être en capacité de faire gagner in fine notre camp. Pour l'Union étudiante, la rentrée, ce sera notamment la mobilisation la plus massive possible à la date du 23 septembre pour la fin du racisme systémique, des violences policières, pour la justice sociale et les libertés publiques. Ce sera également... Ce sera également tout au long de la rentrée, donc dès septembre, une campagne pour dénoncer un gouvernement qui a permis à la France de passer le cap des 3 millions de millionnaires, mais qui continue de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour financer le repas à 1 € pour seulement 3 millions d'étudiants.
Alors oui, l'histoire elle est lente, elle est cruelle. Oui, nous sommes plus habitués au soir de défaite qu'au matin triomphant. Mais la lutte, elle continue. La lutte, c'est elle qui va nous permettre d'obtenir des victoires matérielles, de défendre nos droits, d'apporter un débouché à tous les jeunes qui ont découvert la force du mouvement social ces derniers mois et d'apporter un débouché à toutes celles et ceux qui ont cru qu'un autre monde était possible et qu'on pouvait encore transformer durablement notre société. C'est moi après. Ok. Ah oui, non, c'est vrai. Bah écoutez, je vais pas paraphraser ce qui a été dit par Éléonore, parce que même si c'est appliqué au lycée, au final, il y a pas mal d'enseignements qu'on tire en commun avec l'Union étudiante. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut se poser les questions de pourquoi la contestation contre la réforme des retraites, elle n'a pas abouti à un retrait de cette réforme. On peut dire c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de lycées bloqués, pas assez d'usines, pas assez d'universités, etc. Mais je pense qu'on peut très bien critiquer la stratégie qui a été celle de l'intersyndicale à laquelle la voix lycéenne appartient. Mais nous, le choix qu'on a fait, c'est à la fois de porter notre voix à l'intérieur de cette intersyndicale et à la fois de dire que oui, peut-être que parfois c'est pas exactement ce qu'on voudrait, mais que l'unité des forces sociales lors de cette contestation, elle était nécessaire. Et elle a permis qu'il y ait au maximum 3,5 millions de personnes qui se mobilisent. Alors après, il y a aussi eu un mouvement de jeunesse qui, comme tu l'as dit Éléonore, c'est un peu déclenché en fait en décalage avec le début du mouvement social en général. Et nous, la voix lycéenne, avec l'Union étudiante qui s'appelait pas comme ça à l'époque, et avec des organisations de jeunesse, on avait appelé à la marche du 21 janvier, justement pour qu'on puisse lancer cette mobilisation le plus tôt et le plus fort possible. Alors après, on peut tirer les enseignements de cet échec qu'il y a eu sur la réforme des retraites, parce qu'il faut dire les termes aussi. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'unité, peut-être qu'elle n'a pas été assez forte quand il le fallait, et qu'à chaque fois, ça doit être un moyen qui doit permettre en fait de gagner des victoires. L'autre chose, c'est qu'en fait, le mouvement de jeunesse, il s'est pas déclenché justement au moment où il y a eu l'annonce de cette réforme des retraites, mais il s'est déclenché au moment où il y a eu le 49.3. C'est-à-dire que nous, on a vu une vraie mobilisation qui a pris de l'ampleur à ce moment-là, avec les manifestations spontanées place de la Concorde et ailleurs, et avec ensuite des dates qui ont été impulsées par l'intersyndicale lycéenne et qui ont fait qu'au maximum de la mobilisation, on a eu 400 lycées bloqués, ce qui n'était pas arrivé depuis des dizaines d'années. Et je pense qu'on ne peut pas arriver à tirer les conclusions de ce qui s'est passé sans aussi savoir les victoires qu'on a eues. On peut toujours dire qu'on aurait fait mieux, etc. Mais je pense qu'il faut aussi savoir ça, c'est que le gouvernement a reculé sur le SNU obligatoire dès lors qu'il y avait une mobilisation lycéenne qui allait jusqu'à 400 lycées bloqués. Et ça veut dire qu'on a une force qui est possible, qui est entre nos mains et qu'on va devoir maintenant utiliser. Là où je voudrais venir aussi, c'est que pendant cette réforme des retraites, ça a été le cas pour beaucoup d'organisations et particulièrement la nôtre, on a pris énormément d'ampleur, énormément de militants. Et cette force qu'on a acquise désormais, il va falloir aussi, et ça va être l'enjeu de cette rentrée également, qu'on sache l'utiliser pour faire de la véritable action syndicale. C'est-à-dire que maintenant qu'on a une base militante qui s'est beaucoup consolidée avec cette contestation, il va falloir aller s'en servir, il va falloir aller faire de la conscientisation. Et ça va commencer avec une campagne de rentrée que nous on va faire sur la santé mentale, qui est un sujet beaucoup trop oublié chez les jeunes. Et il ne faut pas qu'on oublie que l'outil syndical qu'on a entre nos mains, et je parle en tout cas pour la voix lycéenne, il ne s'arrête pas simplement à dire que grâce à ça on va aller faire de la conscientisation chez les gens et qu'après par magie soit il y aura une mobilisation, soit ils voteront et puis c'est la responsabilité des gens. Cet outil syndical, il doit permettre aussi de mener une action, c'est-à-dire que quand il y a un problème de pouvoir d'achat, c'est pas à nous d'attendre que l'Assemblée fasse des lois parce qu'en général ça ne résout pas les problèmes, surtout avec le pouvoir qu'on a actuellement. C'est à nous d'aller faire des grèves, d'aller soutenir les piquets de grève des personnes qui se mobilisent pour leur pouvoir d'achat, et c'est à nous aussi, quand il y a des problématiques sur l'éducation, à lancer des blocages de lycée, parce que mine de rien, c'est comme ça qu'on obtient des victoires. Et donc maintenant, on va faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de l'action syndicale. Et l'action syndicale, ça va passer par justement ce mouvement qu'on va aussi soutenir le 23 septembre contre l'antiracisme, puisque le meurtre de Naël a été aussi un déclencheur de l'engagement de la jeunesse. Naël a été tué par la police française, la même police qui vient agresser les lycéens lorsqu'ils vont bloquer leurs établissements. Et d'ailleurs, on commence à nous parler d'arc républicain, alors que c'est à ce moment précis où les groupuscules fascistes se mêlent avec les groupuscules pour le coup de CRS pour aller tabasser les lycéens et les empêcher d'exercer ce droit démocratique de blocage. Alors après, on peut discuter des stratégies, blocus challenge, pas blocus challenge. Honnêtement, c'est pas vraiment ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il y a eu 400 lycées bloqués.
Et maintenant, face à toutes ces problématiques qui vont s'amener à nous, et je peux vous dire qu'il va y en avoir, pêle-mêle, on a quand même Parcoursup qui fait que cette année, 80 000 lycéens, c'est-à-dire à peu près 10% des personnes qui ont fait une demande sur la plateforme, n'ont toujours pas, à l'heure où je vous parle, d'admission. Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce qui est en train de se passer. Ce n'était pas du tout le cas avant que cette plateforme soit mise en place. Et ça veut dire qu'il y a 10% des gens qui, au final, ont demandé une formation et là ils sont à la rentrée, ils vont peut-être bosser au McDo, au Burger King, peut-être aussi, moi c'est meilleur, mais après voilà. Mais pour le coup, ça veut dire que quand même il y a une précarisation de la jeunesse qui a été lancée par le gouvernement et qui va continuer aussi par la réforme des lycées professionnels. Cette réforme qui, on n'en parle pas assez, va mettre les lycéens 50% du temps en entreprise et les payer à 10% du SMIC. C'est-à-dire qu'on va leur dire, tiens regardez, on vous enlève quelques savoirs fondamentaux, mais par contre vous allez être payé 200 balles par mois pour aller travailler en entreprise. Et je vais vous dire, je vais aller un peu plus loin sur cette réforme des lycées professionnels. Ça, c'est la première réforme qu'on a. Ils se sont déjà attaqués au bac général, maintenant ils s'attaquent au bac professionnel. Ce qui va venir ensuite, c'est tout simplement la destruction de cet appareil des lycées professionnels qui a été mis en place par la gauche à la suite de la libération. Et le but, au final, c'est juste de devenir ce que sont les apprentissages aujourd'hui. C'est grosso modo, de mettre les jeunes qui n'ont pas le capital culturel et économique, de les mettre à l'usine ou en entreprise le plus tôt possible pour qu'ils puissent plus en sortir après. C'est ça la vérité de cette réforme du lycée professionnel. Et elle a été demandée par le MEDEF. Et c'est à la ligne ce qui figure dans les projets du gouvernement. Il ne faut pas se tromper. Ce gouvernement ne sert en aucun cas les classes populaires ou alors la jeunesse. Il sert les intérêts des plus riches. Et c'est aussi ce que fait Parcoursup avec ce tri social. Puisqu'on se rend compte que depuis que le nouveau bac a été mis en place, on a 50% des femmes qui ne vont plus... dans les filières mathématiques, il y a 50% de femmes en moins depuis cette réforme. Ça veut bien dire qu'on veut réserver les meilleurs emplois, les meilleures formations par des critères qui sont ceux de la société de la classe dominante. C'est-à-dire des critères de classe et des critères de genre. Et on voit qu'aujourd'hui, les seuls objectifs de ce gouvernement, c'est de faire du tri social dès qu'il le peut, parce que c'est par ce tri social que cette société met en place sa domination. Il faut bien qu'on comprenne ça. Nous, si on dit que c'est par l'éducation qu'on change le monde, c'est aussi parce qu'en face, c'est aussi par l'éducation qui change le monde. Quand Emmanuel Macron nous dit qu'il va reciviliser et qui dit dans la même interview qu'il va avancer au 20 août la rentrée scolaire pour les personnes. Alors il dit pas trop, mais on a bien compris que ça, mis bout à bout avec, il parlait des soi-disant émeutes, etc. On a bien compris que grosso modo, c'est les racisés qu'on veut mettre en classe, et en tout cas, c'est les classes populaires qu'on veut empêcher d'un droit aux vacances parce qu'ils seraient pas assez éduqués. Mais au fond, ça sert un seul narratif. Ce narratif, c'est un mépris populaire, un mépris des personnes issues de l'immigration, et au final, ça va servir la même chose, la fascisation générale de toute la société, qui commence quand M. Darmanin nous dit que le Rassemblement national est un parti républicain. Il ne faut pas se tromper. Tout ça, mis bout à bout, produit une dérive, une destruction des services publics de l'éducation, une destruction des services publics en général, et au final, pour que les gens se tournent vers la solution soi-disant de facilité, une solution de repli, une solution de racisme, et une solution au final qui va faire que nos droits sociaux vont être réduits par ceux qui nous disent que si on n'en a plus, c'est à cause des immigrés. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour commencer, pour compléter les interventions précédentes, je voudrais revenir sur un discours qui est un petit peu dans l'air du temps, qu'on a tous entendu, soit dans notre famille, soit dans la bouche des patrons qui se plaignent de ne pas pouvoir recruter des saisonniers, ou aussi dans la bouche de quelques boomers macronisés, à savoir que les jeunes seraient une génération de fainéants, qu'on ne connaîtrait pas la valeur travail. Et il n'y a pas plus faux que cette affirmation, puisque les jeunes n'ont jamais autant travaillé. Il n'y a jamais eu autant d'apprentis dans ce pays, puisque c'est quasiment 1 million d'apprentis fin 2022, avec 980 000 apprentis dans ce pays. C'est aussi plus d'un étudiant sur deux qui travaille à côté de ses études pour pouvoir financer son logement, ses études, etc. Et il y a fort à parier que ce chiffre ne va aller qu'en augmentant avec l'inflation, l'augmentation des prix du loyer, etc. Et donc les jeunes, quels qu'ils soient, ils travaillent. Et la réalité, c'est qu'ils travaillent dans des conditions de plus en plus dégradées. Une question dont on parle assez peu, et j'aimerais bien pouvoir l'aborder aujourd'hui, c'est le fait que les jeunes sont particulièrement exposés aux accidents du travail. En Vendée, au mois de juillet, c'est un jeune de 17 ans qui est décédé après une chute de 30 à 50 mètres dans une carrière où il travaillait. En 2021, c'est Tom, 18 ans, qui travaillait en CDD dans un abattoir de volailles dans les Côtes d'Armor, et il est décédé après que 2 cuves de 500 kg de carcasse lui soient tombées dessus.
Et selon l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, les jeunes en Europe, ils ont une probabilité de plus de 40% d'avoir un accident au travail par rapport aux travailleurs plus âgés. Et d'après l'assurance maladie, c'est un jeune de moins de 25 ans sur 10 en France qui est victime d'un accident du travail. Et il y a plusieurs raisons à ça. Oui, effectivement, il y a aussi la question du manque d'expérience par rapport à des salariés plus âgés, mais il y a surtout la question de quelle place on accorde à la formation, à la santé, à la sécurité au travail dans nos métiers, dans nos cursus professionnels, sachant que les jeunes ont des métiers qui sont beaucoup plus précaires, souvent en CDD, ils passent de boîte en boîte avec des contrats de travail qui sont très courts et donc ils n'ont pas le temps de se former correctement à leur outil de travail, ils n'ont pas le temps d'être sensibilisés justement au risque du travail. Et évidemment, il y a des complices à ça. Le gouvernement ne fait absolument rien pour protéger les jeunes au travail. Lui, il est à la botte du MEDEF, dont le seul objectif est justement, je cite, de rapprocher l'école de l'entreprise. Et c'était tout le sens justement de cette réforme du lycée professionnel, où en fait on n'est pas là pour former une jeunesse éduquée avec de la culture générale, avec des cours. On est juste là pour fournir de la chair, pas de la chair à canon, mais de la chair à travail pour le MEDEF. Tout à fait, de la chair à patron. Et en réalité, ce qui embête les macronistes et puis les patrons, c'est pas le fait que les jeunes refusent de travailler, parce qu'on refuse pas de travailler, c'est le fait que les jeunes refusent l'exploitation, et c'est quand même pas la même chose. Il suffit de regarder dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, dans la restauration, on a les patrons qui vont se plaindre en disant mais les jeunes c'est des gros feignants, ils veulent pas venir travailler, on n'arrive pas à recruter, c'est pas vrai, il n'y a pas un problème d'emploi dans le pays, la preuve c'est juste qu'ils veulent rester chez eux, gna gna gna. Le problème c'est surtout le fait que ces métiers soient payés au lance-pierre. Le problème c'est le fait qu'en fait si on va travailler par exemple sur la Côte d'Azur un mois dans la restauration, bah, tout le salaire il passe dans le loyer. Donc effectivement si c'est travailler juste pour gagner zéro, oui évidemment on va pas y aller. Par contre si c'est pour avoir une paye décente et des conditions de travail décentes, bien sûr qu'on va aller travailler, même si travailler pendant ses études on est quand même contre, parce qu'on est aussi là pour s'émanciper et le travail c'est normalement après les études, mais on n'est pas une génération qui refuse le travail, on est la génération qui refuse le travail payé une misère dans des conditions déplorables avec des contrats précaires de 6 mois avec des stages à répétition, etc. Et ce qui a surpris les éditorialistes, les politiques de droite, c'est quand ils ont vu justement la jeunesse rentrer dans la mobilisation contre la réforme des retraites, parce qu'ils se sont dit mais ils sont pas concernés, qu'est-ce qu'ils foutent dans la rue, ils veulent juste louper les cours. Bah en fait ils ont rien compris, parce que déjà on est concernés, on est aussi les premiers à voir nos parents souffrir au travail, parce que nos parents c'est la génération des délocalisations, c'est la génération des usines qui ont fermé, du stress au travail, du management de plus en plus brutal. Donc déjà on est solidaire avec bah oui nos parents, quand on les voit souffrir on veut pas les voir souffrir 2 ans de plus, et puis on sait que les suivants de toute façon ce sera nous, et que si pendant une mobilisation on se bat pas tous ensemble, et bien ce sera sur une autre lutte qu'on perdra. Donc c'est hyper important d'être solidaire, et c'est pour ça que les lycéens, les lycéennes, les étudiants, les étudiantes, les jeunes travailleurs se sont mobilisés aux côtés de toutes les générations, parce que oui on refuse de travailler jusqu'à 64 ans, parce que le problème c'est pas le fait de travailler, c'est le fait de travailler toujours plus dans des conditions toujours plus précaires, et surtout produire tout et n'importe quoi, parce qu'on est aussi une génération qui a conscience des limites planétaires, et du fait qu'en fait le travail à tout bout de champ c'est aussi quelque chose qui ne va pas avec la bifurcation écologique qu'on demande, parce que ce qu'on veut c'est d'avoir des travaux ce qu'on veut c'est d'avoir des métiers qui ont du sens, c'est d'avoir des métiers qui sont au service de la bifurcation écologique, et c'est déjà le cas aujourd'hui avec des ingénieurs qui se forment, avec aussi des travailleurs dans le BTS qui apprennent à comment est-ce qu'on peut utiliser des matériaux moins polluants, etc. Mais surtout, on est très fiers de renouer avec le fil de notre histoire sociale, parce que se battre pour se libérer, pour libérer du temps de vivre, eh bien, c'est toute l'histoire du mouvement ouvrier. On est très heureux de se battre à la fois pour la réduction du temps de travail dans la journée, mais aussi dans la vie, et c'est pour ça qu'on a rejoint cette lutte si importante qu'on a effectivement perdue pour le moment, mais qu'on regagnera, parce que la retraite à 60 ans, c'est toujours notre projet. Et donc on est la génération qui refuse le modèle productiviste, on est aussi la génération qui a bien conscience que ce modèle eh bien, il nous conduit droit dans le mur climatique, parce qu'on est les premiers à subir les conséquences du dérèglement climatique. Un exemple très récent, hier, aux Amphis, on a tous les jeunes qui ont dû évacuer le camping qui était complètement inondé à cause des pluies torrentielles et qui ont dû se réfugier au palais. Eh bien, c'est un exemple très concret du fait qu'on est en première ligne finalement du dérèglement climatique. Et puis il y a plein d'autres exemples, hein, notamment les jeunes qui vivent dans les grandes
grands ensembles où il n'y a aucun espace vert, où c'est véritablement des bouilloires thermiques l'été. Parce que pourquoi est-ce que les jeunes sont logés là? C'est parce qu'on n'a pas les moyens de se payer d'autres logements, donc on est toujours sous les combles, et donc on est les premiers à payer les bouilloires thermiques l'été. Et puis au contraire, l'hiver, on paye une blinde les factures d'électricité parce qu'en fait, les murs c'est des passoires, donc on réchauffe rien du tout. Et donc un autre exemple, c'est les livreurs à vélo ubérisés, parce qu'en fait, la plupart des livreurs, ils sont très jeunes, et avec les chaleurs actuelles, c'est impossible de travailler dans de bonnes conditions. On a des jeunes qui font des courses toute la journée sous 35 degrés, et c'est une vraie revendication de demander à ce que justement les commandes cessent quand il fait beaucoup trop chaud. Et il y a des livreurs qui se sont syndicalisés et qui mènent une lutte là-dessus, notamment à Toulouse, pour demander justement un arrêt des commandes à ces moments-là, et je pense qu'on peut les applaudir pour leur travail. On peut aussi applaudir Mathilde Panot, Caroline Fiat et Adrien Clouet qui demandent de revoir le code du travail pour justement l'adapter aux conséquences du dérèglement climatique, et à commencer par la chaleur qui devient de plus en plus étouffante. Un autre exemple très concret, c'est aussi le fait que les salles de classe deviennent totalement inadaptées en cours. Il fait beaucoup trop chaud, à la fois à l'école, mais aussi dans les amphis, parce que le gouvernement refuse d'investir massivement dans la rénovation des bâtiments, dans la rénovation des structures et de nos lieux d'études. Et donc ça aussi, c'est un problème, parce qu'on laisse les élèves s'entasser de plus en plus, on est de plus en plus nombreux dans des classes, et on commence à suffoquer en fait pendant l'été dans les cours, même si, enfin pendant l'été, on n'a pas cours l'été, mais au mois de juin, il fait déjà beaucoup trop chaud. Et ce refus d'aller droit dans le mur, on l'a exprimé haut et fort avec Greta Thunberg, donc une jeune Suédoise de 15 ans qui... 15 ans. Oui. J'ai dit 16 ans? Non, j'ai dit 15 ans. D'accord. Non, parce qu'en fait, je prépare aussi une intervention de Manès demain, et j'avais mis qu'il avait 15 ans, et il m'a rectifié en me disant qu'il avait 16 ans. Donc voilà. Mais elle avait 15 ans à l'époque, maintenant elle est beaucoup plus âgée, mais à l'époque, quand elle a lancé sa première grève scolaire, elle avait 15 ans, et elle s'est surtout attiré les foudres des bourgeois réactionnaires, et qui se sont aussi moqués d'elle. Et en fait, ce qu'elle a lancé, c'était fou, parce que c'est une grève à l'échelle mondiale, avec toute une jeunesse qui se met en route, et qui dénonce justement les conséquences du dérèglement climatique, et qui le dénonce de manière structurelle, en pointant surtout le fait qu'en fait, la question écologique, c'est une question sociale, qui implique de changer totalement de modèle de consommation et de production, qui implique justement de mettre un terme au néolibéralisme, et pas qui porte un discours comme les macronistes en disant juste l'écologie des petits gestes, il faut couper la clim, quand on se brosse les dents, on coupe l'eau, etc. Bon, effectivement, on n'est pas du tout dans ce mood-là. Et on l'exprime aussi haut et fort, ce refus de l'inaction climatique, quand on vote pour Jean-Luc Mélenchon. Parce que les jeunes de 18 à 24 ans, c'est 34% d'entre eux qui ont glissé un bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon. C'est aussi 42% de jeunes qui ont voté pour la NUPES au premier tour des législatives. Et ça, c'est pas anodin. Parce que là, on a affaire à justement une jeunesse qui dit clairement qu'elle n'est pas d'accord avec la politique du gouvernement. Et si on faisait un petit peu de politique fiction, si seulement les moins de 35 ans votaient, eh bien, Jean-Luc Mélenchon aurait été au premier tour de l'élection présidentielle. Et bon, je sais qu'on est peut-être quelques-uns dans cette salle à s'être dit, bon, si on pouvait interdire le droit de vote aux personnes plus âgées, ça nous arrangerait, mais il ne faut pas penser comme ça. Mais malgré tout... Malgré tout, je pense qu'en tant que jeune, c'est un devoir d'amener les autres jeunes aux urnes, parce que les jeunes sont conscients aujourd'hui du défi climatique, mais ils sont aussi parfois un petit peu désespérés quand on voit les politiques actuelles, et ils se disent qu'on ne peut pas changer les choses. C'est notre rôle de montrer qu'une politique de rupture est possible, et surtout qu'elle est nécessaire, et qu'on ne peut pas laisser notre destin entre les mains de bataillons qui votent pour Jean-Luc Mélenchon, qui votent pour Emmanuel Macron, qui, pour la plupart d'entre eux, sont des retraités, et sont surtout des retraités aisés. On ne peut pas se laisser confisquer notre avenir par seulement cette classe sociale et cette classe d'âge. Donc on est la génération qui est consciente de la nécessité d'en finir avec le système productiviste. On est aussi la génération la plus consciente du chemin qu'il reste à parcourir pour parvenir à la fin des formes de domination et d'oppression qui s'exercent dans la société. Et je ne pouvais pas terminer mon intervention sans parler de l'immense aspiration féministe qui traverse la jeunesse à la fois dans ce pays mais aussi au niveau mondial. Parce que là encore, c'est de nos générations que vient l'exigence de l'égalité femmes-hommes. Emmanuel Macron prétendait en faire la première grande cause de son premier quinquennat et puis ensuite de son deuxième quinquennat. C'est la preuve que ça a merdé la première fois.
fois et tout laisse à penser que ça merdera aussi la deuxième fois parce qu'il ne fait toujours rien. Donc nous, ce qu'on demande notamment, évidemment, c'est d'accorder 2 milliards d'euros dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et on voit que la jeunesse, elle est vraiment en pointe sur ces questions-là, parce que quand on regarde notamment dans les cortèges du 8 mars, quand on regarde dans les rangs des associations, eh bien, c'est beaucoup de jeunes femmes qui sont mobilisées. Et on peut s'applaudir là-dessus, je pense. Et comme je le disais, c'est pas seulement en France, c'est dans le monde entier. C'est toute une jeunesse qui se lève pour combattre l'obscurantisme et les réactionnaires qui voudraient nous dicter comment se comporter, comment s'habiller. Je pense évidemment aux jeunes familles iraniennes qui se battent tous les jours. Je pense aux femmes en Argentine qui se sont battues pour obtenir la légalisation de l'IVG en 2020. Je pense aux Polonaises qui sont descendues dans les rues pour contester la suppression du droit à l'IVG sous un gouvernement d'extrême droite. Parce que rappelons-le, l'extrême droite, où qu'elle soit, que ce soit en France ou ailleurs, elle porte toujours en elle la régression pour les femmes. Alors, pour nos conditions de travail, pour nos conditions d'études, pour la bifurcation écologique, pour l'égalité femmes-hommes, je pense que le combat continue et que la jeunesse, elle est prête à relever tous ces défis. Merci. Vous m'étonnez qu'ils aient peur des jeunesses après. Non, mais ça fait plaisir, faut le dire. Et j'aimerais terminer par voilà, juste une petite réflexion sur, j'en ai déjà parlé, mais sur la bascule qui a eu lieu ces dernières années sur la répression des mouvements de jeunesse. Je pense à ces lycéennes et à ces lycéens qui sont virés des lycées dès qu'ils commencent à ouvrir leur gueule. Je pense à ces jeunes militantes et militants écolos qui ont des fiches terroristes sur eux. Je pense à ces lycéennes et à ces lycéens qui se prennent des tirs de LBD sur les blocus de lycée ou même sur les étudiantes et les étudiants sur les blocus d'université. Et ça en dit long sur le rapport que le gouvernement a avec la jeunesse. Parce que Macron, il a un rapport qui est très particulier avec la jeunesse, et même à l'époque, les anciens gouvernements de droite n'avaient pas ce rapport-là. Pour vous donner un exemple, à l'époque, l'UNEF, quand elle était, c'est qu'était l'UNEF, elle était à la table des négociations au moment de la loi travail. Aujourd'hui, la première organisation étudiante, Union étudiante, n'a pas été autour de la table de négociation pendant la loi travail. Et ça traduit quelque chose. La seule jeunesse qui est reconnue par le gouvernement est une jeunesse qui n'a aucune conflictualité. Dès qu'une partie de la jeunesse commence à engager une conflictualité, alors ça devient directement un ennemi, une sorte de séparatisme, une sorte de jeunesse décadente qu'on va complètement invisibiliser. Regardez par exemple, quand il fallait soutenir les marches climat qui étaient pacifistes, ils tapaient dans la main et ils changeaient rien. Par contre, quand tu as des militants écolos qui mènent des actions radicales, alors là, la violence, elle est là, quel que soit l'âge. Les associations lycéennes, à l'époque, elles étaient financées, même sous Sarkozy. Aujourd'hui, les associations lycéennes n'ont plus de financement. Pardon, mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux donner de l'argent à des jeunes comme Manès, qui eux portent véritablement la parole des lycéennes et des lycéens, plutôt qu'à un service national universel qui est un lavage de cerveau qui dure 2 semaines et qui n'apporte rien à la citoyenneté? Et pour la France insoumise, nous, on n'a pas peur de ce rapport à la jeunesse. Parce que, justement, on a des ambitions qui sont grandes sur les questions climatiques, sur les questions sociales, sur les questions féministes, sur les questions antiracistes, sur les questions des droits des personnes LGBT. Et si jamais nous, on était au gouvernement, mais bien sûr que oui, qu'on aurait des forces qui tenteraient de nous empêcher de le faire. Et on compte justement sur cette jeunesse conflictuelle qui bloquera tous les lycées, qui bloquera toutes les universités, qui se mettra en grève et qui dira « tant que le gouvernement de l'Union populaire n'aura pas répondu aux aspirations de la jeunesse, alors on ne rentrera pas dans nos établissements scolaires et dans nos lieux d'études. » La conflictualité de la jeunesse, c'est un indispensable de la révolution citoyenne et nous leur reconnaîtrons des droits en tant que syndicat étudiant, en tant que syndicat lycéen. Nous encouragerons les associations lycéennes et je pense par exemple, et il y a un débat à avoir sur le sujet, qu'il faudrait avoir 2 à 4 heures par semaine pour que les lycéennes et les lycéens s'engagent dans des associations, même si ce ne sont pas des associations qui sont d'accord avec le gouvernement de l'Union populaire. Parce que, et je terminerai sur ça, le service national universel n'est pas uniquement une aberration parce que c'est absolument indécent de laisser des jeunes faire la queue pendant des heures devant un crous ou devant une distribution alimentaire pour bouffer la moitié d'un casse-croûte. C'est absolument pas uniquement une aberration parce qu'aujourd'hui on se retrouve à faire des job dating d'enseignants et à leur faire un pacte enseignant pour qu'ils comblent les trous qui ont eux-mêmes été comblés par le déficit dans l'éducation nationale. C'est pas uniquement une aberration parce qu'aujourd'hui l'enseignement supérieur n'est pas pour tout le monde, parce qu'il n'existe pas de service public de l'orientation qui fait que à la fin
enfin, on se retrouve aujourd'hui à avoir toujours les mêmes classes sociales dans l'alternance, toujours les mêmes classes sociales dans l'enseignement supérieur. C'est aussi une aberration parce que ça ne forme pas la citoyenneté et parce que justement, le seul cadre de citoyenneté qui est reconnu par Emmanuel Macron, c'est un cadre de citoyenneté dans lequel la jeunesse n'a pas le droit à la conflictualité. Alors l'objectif de cette conférence, c'est de dire que oui, le gouvernement, il a peur des jeunesses. Il a peur des jeunesses dès lors qu'elles rentrent dans cette conflictualité et que le mouvement de la France insoumise et plus largement l'Union populaire seront toujours aux côtés des jeunesses qui luttent et c'est pourquoi vous avez votre place dans le Parlement de l'Union populaire et je suis très fier que vous vous teniez à nos côtés aujourd'hui pour mener cette grande bataille de la jeunesse. Voilà, merci à vous. Alors maintenant, si jamais il y a des questions dans la salle, ce serait avec un immense plaisir. Le micro marche maintenant. Le micro, Ah, excellent. Qui veut faire passer? Ah, ouais, c'est bon, ça marche. Ouais, ça va être très simple. Comment vous, en tant que lycéen, vous voyez votre avenir? Et excusez-moi, hein, c'est pas piège. Hein. Et en même temps, comment vous voyez le fait que les lycéens ont pris le pas sur les, enfin que vous, au niveau des lycées, vous ayez pris le pas sur l'université ou sur les étudiants universitaires qui ont été dans les luttes de 68 et autres luttes, et qu'aujourd'hui on est plus sur des luttes lycéennes. Voilà. On peut prendre peut-être 2-3 questions et on fera tourner. Je suis sûr qu'Éléonore... Femme, un homme, femme, un homme. C'était quelle dame? Alors, donc, je me représente, donc Léa, militante LGBT antispéciste. Juste, je voulais vous donner l'information que le 13 octobre, MENES doit avoir l'information. L'intersyndicale a appelé à une grève nationale pour les égalités femmes-hommes et aussi pour le climat. Voilà, c'était le but de mon intervention. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Yacine Begnetou, je suis secrétaire national du collectif Red Jeune. Je voudrais réagir sur ce que tu as dit, Louis, au début. Tu as parlé des jeunesses et je t'en félicite. Moi, il y a un moment assez important qui m'a frappé juste après, pendant la mobilisation sur les retraites. C'est Pascal Praud qui parle de la jeunesse des banlieues qui n'est pas intéressée par le mouvement social, qui n'est pas intéressée par les questions politiques. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu 3 jours de révolte urbaine qui ont plus fait peur au gouvernement que 4 mois de manifestations pour les retraites. Parce que ça a été quoi la réponse du gouvernement à ce moment-là? Ça a été d'interdire les transports en commun. Donc voilà, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une jeunesse des quartiers populaires aujourd'hui qui veut prendre sa place, qui la prend, et les révoltes urbaines, elles sont éminemment politiques. Maintenant, c'est comment on fait de la place aux personnes des quartiers populaires dans nos organisations. C'est dans les quartiers populaires qu'on a fiché des jeunes parce qu'ils faisaient le ramadan. C'est dans les quartiers qu'on interdit à des jeunes filles qui portent l'abaya de rentrer en cours. La loi de 2004, c'est les quartiers qu'elle a touchés principalement. Donc voilà. Donc je vous invite à ce qu'on travaille, à ce qu'on laisse plus de place dans nos organisations et qu'on laisse aussi les organisations qui viennent des quartiers populaires parler pour elles-mêmes et qu'on puisse avancer parce qu'il n'y a que grâce à cette convergence des luttes qu'on va réussir. Peut-être déjà pour commencer, si jamais vous ne connaissez pas Red Jeune, je vous invite vraiment à suivre leur travail, je les connais très bien, ils sont vraiment incroyables et je suis totalement d'accord avec cette intervention-là. Et je pense qu'il y a même une forme d'autocritique à avoir du mouvement social de jeunesse aujourd'hui, tel même qu'il peut être représenté dans les organisations autour de cette table. Ce n'est pas vrai de dire qu'aujourd'hui, dans les organisations institutionnelles, j'ai envie de dire, parce qu'on a un peu pris cette place, il y a une grande place pour les jeunes des quartiers populaires. Et c'est pas grave que de le dire. Au contraire, il faut se regarder droit dans les yeux. Et il faut l'assumer et justement réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour pouvoir laisser de la place
à ces jeunes dans les organisations et surtout à ce qu'ils puissent nous refaire confiance. Et par exemple, moi je vais vous donner un exemple. Il y a des lycéennes et des lycéens qui étaient en lutte à Nanterre où il y a des jeunes qui ont été arrêtés sur un blocus parce qu'ils se mobilisaient contre la répression syndicale d'un des professeurs et rapidement la mobilisation s'est transformée aussi avec des lycéennes qui se battaient pour leur droit à pouvoir porter les vêtements qu'elles veulent. Voilà, et la loi de 2004 n'interdit pas aux femmes racisées et particulièrement arabes et noires de porter des jupes qui paraissent un peu trop longues ou un peu trop amples aux yeux du gouvernement. Et c'est justement parce que derrière il y avait d'autres organisations syndicales lycéennes qui étaient autour qu'on est parti soutenir cette mobilisation, que derrière il y a une convergence qui s'est créée et que ces organisations, enfin cette auto-organisation sur ce lycée Joliot-Curie qui s'appelait Nanterre et cette organisation lycéenne-là, elle continue. Et je pense que l'un des meilleurs moyens que nous on a justement de pouvoir créer ce lien, c'est juste d'aller soutenir les luttes. Et c'est pas pour rien que au moment où il y a eu la mort de Naël, qui a été tué par la police, on n'a pas crié avec les petits loups de la bourgeoisie. Non, il n'y aura pas de calme sans justice. Et ça, justement, ça a créé un grand pont. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a peu d'organisations politiques qui sont capables d'aller dans les quartiers populaires et justement d'avoir ce début de confiance qui a continué de renouer. Et c'est notamment le travail que fait Red Jeune. Et je veux les remercier pour tout ce que vous faites parce que vous nous aidez à construire ce lien. Donc voilà, merci à vous. Ouais, je vais répondre en partie sur ce qui a été dit. C'est pas facile quand il y a plusieurs questions, parce que du coup on s'en mêle un peu les pinceaux. Mais déjà, en effet, quand on est lycéen aujourd'hui, bien sûr qu'on voit pas l'avenir en rose. Quand on sait l'effondrement climatique qu'on est en train qu'on est en train de vivre, quand il y a Antonio Guterres, le président de l'Organisation des Nations Unies, qui dit qu'on est entré au moment de l'ébullition climatique, évidemment. Et de surcroît, quand on voit que la génération qui est plus âgée, et en tout cas la classe dominante de cette génération qui est plus âgée, n'en a rien à faire du changement climatique. Peut-être par une forme de déni, peut-être par une forme aussi de se dire que bon, les riches de toute façon ils se mettront sur des îlots sur la mer ou je sais pas où, mais ils s'en sortiront pour pas avoir à subir le réchauffement climatique. Et il faut pas oublier que et Louis a eu raison de le rappeler, je pense qu'il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses, il y a des classes sociales dans la jeunesse. Et il faut pas qu'on oublie cette approche en effet, et je rejoins aussi ce qui a été dit par Red Jeune, etc. Oui, on a un problème avec la présence des quartiers populaires dans les organisations de jeunesse. Oui, c'est indéniable. Et dans les militants aussi, si on prend les militants des partis politiques, la moyenne c'est 65 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc évidemment, il faut qu'on se pose les questions de pourquoi... Vous ferez vos vérifications. Mais en tout cas, il faut aussi qu'on se pose la question de pourquoi il y a eu cette déconnexion entre la gauche un peu traditionnelle et les milieux populaires. Mais qui plus est, aujourd'hui, on a quand même eu une mobilisation sur la question de la réforme des retraites qui a amené beaucoup de gens dans les organisations. Je ne sais pas si c'est le cas pour les Jeunes Insoumis ou l'Union étudiante, mais en tout cas, la voix lycéenne, on l'a clairement ressenti aussi. Et donc maintenant, je vous dis, nous, on va pas aller faire l'aumône aux députés pour qu'ils aillent essayer d'obtenir des victoires sur l'éducation ou sur le pouvoir d'achat. On sait que c'est pas possible puisqu'aujourd'hui il y a le 49.3. Aujourd'hui il y a des mesures qui font que le gouvernement n'écoute pas l'Assemblée et qui plus est cette Assemblée, elle a 90 députés RN qui à chaque fois votent avec les représentants de la bourgeoisie contre les intérêts de la jeunesse et des travailleurs. Elle est là la réalité. Donc maintenant, il faut aussi qu'on sache pourquoi on est là. La voie lycéenne, elle est là pour défendre les intérêts des lycéens. Et les intérêts des lycéens, c'est pas d'aller travailler plus tôt, même s'ils seront un peu payés 200 balles par mois et que leur famille a du mal à se nourrir. Les intérêts des lycéens, c'est d'être émancipés et c'est d'avoir des conditions d'études qui, à l'université ou lorsqu'ils sont face au salariat lycéen, soient présentes. Et donc, il faut une augmentation des bourses pour les lycéens et il faut une allocation d'autonomie pour les étudiants. Ensuite, évidemment qu'on sait que le futur, il est sombre. Il est sombre parce qu'il y a le réchauffement climatique, mais il est aussi sombre parce qu'il y a aujourd'hui une dérive démocratique dans notre pays qui est indéniable. On a un gouvernement qui a méprisé à chaque fois le peuple, à chaque fois que le peuple n'était pas d'accord avec lui, et c'est quand même assez souvent le cas bizarrement. Et voilà, maintenant, on est face à une situation qui effectivement n'est pas positive. On a ce réchauffement climatique, ces crises sociales, économiques, écologiques, mais... Puisque Éléonore tout à l'heure a cité Trotsky en disant que l'histoire était lente et cruelle, je vais citer moi Karl Marx qui disait que l'histoire ne faisait rien, que c'était l'homme réel et véritable qui faisait l'histoire. Et ben oui, on est puissant, on a la capacité d'aller chercher des victoires et une victoire qui nous permettra d'obtenir une société d'égalité. Parce que on peut passer par plusieurs chemins pour dire qu'on veut tel ou tel aménagement sur des réformes et il faut le faire. Mais au final, on se bat pour une chose.
Et il faut jamais l'oublier. On se bat pour l'égalité entre les hommes et les femmes, partout, toujours, pour qu'il n'y ait plus ce tri social dans l'éducation et ailleurs. Alors, on peut passer par 40 000 chemins pour arriver à cette société qu'on veut plus juste, mais dans tous les cas, oui. Il faut une société où il n'y ait plus personne qui se fasse tuer par la police. Et ça, on ne le fera pas sans les victimes des violences policières. On ne le fera pas sans les personnes qui sont face à cette problématique. Et aujourd'hui, moi, je ne peux rien vous dire d'autre que la solution, c'est l'action syndicale pour les lycéens et pour les salariés aussi. C'est l'action syndicale, c'est d'aller chercher des grèves, des blocages. Et il n'y a pas autrement qu'on ira obtenir des victoires. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est la victoire. On se bat pour ça. On se bat pas pour juste sensibiliser les lycéens. On se bat pour qu'au final, ils aillent au combat et ils aillent chercher une victoire qui leur permette plus d'égalité. Sur la question du camarade de Red Jeune, je rejoins en tout cas le constat qui est tiré, et c'est important de rappeler que la jeunesse dans les quartiers populaires, elle est politisée. C'est pas parce qu'elle se retrouve pas en majorité dans les organes traditionnels comme les syndicats, comme les partis politiques, qu'elle n'est pas en lutte. On l'a vu dans les manifestations antiracistes et on l'a vu dans ces révoltes urbaines, parce qu'on a un discours médiatique et politique raciste qui justement même se voit dans la sémantique. Et quand on parle d'émeutes, c'est pour dépolitiser, c'est pour bestialiser justement ces jeunes qui se sont révoltés et pour retirer tout le contenu politique de cette révolte, déjà. Et on a aussi vu le racisme, pas seulement des médias et des partis politiques, mais aussi de la justice, parce qu'il suffit de comparer la répression qu'il y a eu et qui était déjà inacceptable pendant justement la mobilisation contre la réforme des retraites et le déni démocratique avec le 49.3, parce qu'il y a effectivement eu beaucoup de gardes à vue, etc., mais qui s'est soldé par très peu de condamnations. Alors que quand on regarde avec la répression judiciaire qu'il y a eu pour les jeunes des quartiers populaires, on a eu des peines de prison ferme pour des jeunes qui n'avaient même pas de casier judiciaire. Et ça répondait notamment à la circulaire d'Éric Dupond-Moretti qui disait qu'il fallait une réponse rapide, ferme et systématique qui va complètement à rebours de ce qu'est la justice. Et ça montre bien à quel point les jeunes aujourd'hui des quartiers populaires sont ciblés et à quel point on doit se trouver solidaires de leur mobilisation, parce qu'en plus si on laisse tomber les jeunes des quartiers populaires, ça va de toute façon arriver à nous. C'est ce qu'expliquait une camarade pendant les journées jeunes en disant mais c'est parce qu'on laisse les violences policières tous les jours dans les quartiers populaires qu'après la violence se déplace et devient acceptable, notamment sur la répression au niveau du mouvement écologiste. Mais si on a eu Sainte-Soline, c'est parce qu'il y avait des Sainte-Soline tout le temps depuis des années dans les quartiers populaires. Et donc là la question c'est comment est-ce qu'on fait pour intégrer justement tous ces jeunes dans nos organisations. J'ai pas la réponse magique, parce que sinon on serait déjà très mix à la France Insoumise, et c'est se mentir si on se disait que les jeunes racisés étaient justement représentés. C'est pas vrai, c'est un défi qu'on a, et ça passe notamment par le fait de militer dans les quartiers populaires pour que justement on puisse recruter des jeunes qui vivent dans ces quartiers et qui puissent après construire leur groupe d'action et militer au quotidien, parce que on s'identifie toujours quand la personne qui vient toquer à notre porte, c'est le voisin d'en dessous qui est là, ou c'est la personne qui est dans mon école, etc. Donc le but c'est de pouvoir retisser de la politique dans les lieux de vie, dans les lieux d'études, et évidemment ça permettra plus de représentativité. Moi, je vais répondre à deux questions. La première, notamment celle du coup sur, on va dire, comment ça se fait que les lycéens aient pris le pas sur les étudiants. Moi, je pense que déjà les deux ne sont pas opposés, donc je vais pas répondre forcément en confrontant un petit peu. Mais c'est plus pour revenir aussi sur quelque chose que j'ai dit dans mon intervention sur le déclin du syndicalisme étudiant. Je pense qu'il faut quand même avoir tous ces éléments-là en tête, que notamment en 2018, on a quand même perdu la bataille contre la sélection à l'université. Alors que je citais par exemple le mouvement de Vaquet, qui a été un des mouvements les plus importants de notre histoire syndicale étudiante, où on a réussi à faire démissionner un ministre. Là, ce n'a pas été le cas. En 2018, il y a un échec, justement parce qu'il y a un manque de coordination qui est absolument énorme, et parce qu'à l'époque, il y a un refus notamment du politique de l'appareil syndical majoritaire de l'époque. Et donc, il y a eu tout un travail aussi de reconstruction du syndicalisme étudiant qui a été fait ces dernières années, qui n'est pas du tout achevé. Et l'union étudiante est juste également une étape un petit peu vers la recomposition de ce syndicalisme étudiant-là. Mais on le voit, je l'ai dit, que notamment, c'est là où il y a du syndicalisme étudiant, c'est là où il y a des blocages qui sont forts. Que c'est là où, par exemple, dans les villes comme Rennes, comme Reims, on va avoir des étudiants qui vont aller voir les travailleurs et travailleuses et qui vont aller bloquer les ronds-points avec eux, qui vont aller bloquer les usines et qui vont pouvoir aussi permettre du coup d'avoir cette capacité d'entraînement-là, comme je le disais, pour les travailleurs et pour le mouvement social. Et c'est quelque chose qui a été aussi assez important dans le mouvement qu'on vient de vivre. Les étudiants sont arrivés très tard dans le mouvement, mais par contre ils sont arrivés en force. Et il faut savoir que par exemple le 23 mars, donc qui était la journée où il y avait 500 000 jeunes dans les rues, une semaine après il y avait une autre mobilisation où là il y avait de nouveau un nombre très très important de jeunes, également autour de 500 000. Et pendant cette mobilisation là,
on était en pleine réforme des bourses, et là, il y a le cabinet du ministère qui nous appelle pour savoir quelles sont vos revendications sur la réforme des bourses. Alors au final, on n'a obtenu que des miettes, mais pour vous dire, de base, ça devait être bien pire. Tous les étudiants allaient y perdre des droits, on nous parlait de fusion bourse et APL, ce qui revient également sur la table, là, sur la suite des négociations, et pour autant, on a réussi à obtenir quelques euros en plus, 30 euros en plus, on a réussi à obtenir une bourse, une majoration pour les étudiants d'outre-mer, et ça c'était des revendications historiques du mouvement étudiant. Alors c'est pas suffisant, mais par contre, s'il n'y avait pas eu cette mobilisation-là, on n'aurait pas obtenu ça, et c'est ça également, c'est ça le rapport de force, c'est quand on nous appelle comme ça en pleine mobilisation, et que du coup on montre que le mouvement étudiant, il a du poids, il est écouté, et que du coup on peut obtenir des choses derrière. Et c'est pour ça que nous on appelle justement à continuer toute cette lutte-là à la rentrée sur une grande campagne contre la précarité étudiante, pour justement pouvoir mettre en place dès le début un rapport de force qui nous permettent d'obtenir des victoires dans les mois qui vont suivre pour ne pas continuer à subir le rouleau compresseur d'Emmanuel Macron qui va du coup toujours plus nous précariser et toujours plus nous empêcher de nous mobiliser par la suite. Et ça, c'est des éléments qu'il va falloir avoir en tête, notamment quand on avait des débats pendant la mobilisation entre faire preuve de créativité ou faire preuve de radicalité. On entendait ça dans les AG étudiantes, par exemple. Nous, on pense qu'il faut faire preuve de radicalité, que l'heure, elle est à la radicalité, que quand on a un gouvernement qui se fascise comme ça, quand on a un gouvernement qui n'a que le mépris ou la matraque pour répondre à la population, on a besoin de radicalité aujourd'hui, on a besoin de syndicats lycéens, de syndicats étudiants qui soient forts, qui soient unis pour pouvoir faire le mouvement et qui puissent également être soutenus par l'ensemble des militants et militantes politiques que nous sommes ici. Et ça, c'est primordial. Et donc, c'est également pour ça que cette table ronde est particulièrement intéressante pour pouvoir montrer que oui, la jeunesse... parce que moi je considère qu'il y a une seule jeunesse. Oui, la jeunesse, elle peut obtenir des victoires, mais la jeunesse doit être unie pour ça. On doit avoir des cadres unitaires, et notamment c'est ça qui a manqué. C'est un cadre unitaire qui a manqué dans le cadre des révoltes urbaines, c'est-à-dire l'incapacité totale de la gauche traditionnelle à répondre en fait aux problèmes. Quand on voit qu'il y a un certain nombre de partis politiques, un certain nombre d'organisations qui n'ont pas voulu signer un communiqué pour le 23 septembre, ça doit quand même nous interroger sur la ligne également qui est tenue dans ces organisations-là, alors que c'est juste une marche contre les violences policières, contre le racisme systémique, pour les libertés publiques. Et ça, c'est des choses qui doivent nous interroger pour la suite. Et nous, en tant que syndicat étudiant, on pense que c'est notre rôle d'y être. On pense que c'est notre rôle d'être également le 19 septembre dans la rue contre la sélection à l'université. On pense que c'est notre rôle d'être le 13 octobre dans la rue, effectivement pour l'égalité homme-femme, pour le climat. Et on sera de toutes les mobilisations pour justement, pour transformer la société et pour obtenir des victoires par la suite. Rapidement, je voulais répondre à la question de comment est-ce que vous voyez l'avenir, parce que non mais en vrai je suis plus lycéen, mais quel que soit notre âge, et je pense en vrai il y a beaucoup de jeunes en fait. Notamment on a eu cette discussion avec mes potes et c'est pour ça que on se demandait où est-ce qu'on se voit plus tard. Et en vrai, aucun d'entre nous n'était capable de répondre à la question. Par contre, on était sûr d'une chose, c'est que ça allait pas être ouf. Et c'est impressionnant de voir à quel point. Je pense dans la jeunesse française, on est beaucoup à ressentir les choses comme ça. Et en même temps, c'est terrifiant, parce que regardez ce qu'on doit faire tomber. Si jamais on veut réussir à avoir l'éducation qu'on attend, le respect, l'harmonie entre les êtres humains et la nature, c'est le capitalisme mondialisé et financiarisé que l'on doit faire tomber. C'est pas n'importe quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est énormément à être terrifiés, parce que ça nous paraît absolument intombable. Et le mouvement social de jeunesse français n'arrivera pas à le faire tomber tout seul. Et là, je vais vous donner des nouvelles de Greta Thunberg. Et c'est là où moi, ça m'a redonné de l'optimisme. Et c'est ce que je raconte à beaucoup de jeunes qui me disent « j'y crois pas ». Greta Thunberg, elle fait le tour de beaucoup de jeunesse en lutte sur les questions climatiques. Et elle s'intéresse notamment aux pays qui ont été anciennement colonisés. Parce que, ironie de l'histoire, ce sont ces pays-là qui subissent le plus durement le dérèglement climatique, de par la géographie. Et aussi parce que ce sont les pays qui ont le plus de difficultés à avoir des adaptations. Et sachez qu'au moment où nous parlons, il y a une jeunesse sri-lankaise qui est en train de se mobiliser sur les mêmes revendications que nous sur la question écologique. Il y a une jeunesse américaine qui est en train de le faire. Il y a une jeunesse pakistanaise qui est en train de le faire. Et c'est pour ça que je suis extrêmement optimiste. Parce que ce changement, il est obligatoire. Et parce que on se dit souvent, oui, si toutes les jeunesses de France s'y mettaient, on gagnerait la lutte. Mais imaginez ce qui se passera quand toutes les jeunesses du monde se mettront en lutte. Et je ne vous parle pas de politique fiction. C'est ça ou c'est la fin. Et je crois, c'est déjà ce qui a commencé à arriver avec le mouvement climat aujourd'hui. Et je pense que ça réarrivera. Alors, je ne sais pas si ce sera nous, mais je pense que ça arrivera. Et il y a autre chose, parce que là, on parle de la bataille écologique, on parle de la lutte contre le capitalisme, mais il y a Internet aussi.
aussi. Moi, je regarde des vidéos sous-titrées en anglais de personnes qui font de la vulgarisation au Pakistan, par exemple. Voilà, je regarde des choses comme ça. Et Internet, ça nous donne aussi une forme de culture commune. Et ça aussi, c'est ultra intéressant dans les luttes qui vont se construire au fur et à mesure. Parce qu'on a un intérêt de lutte commun à l'échelle mondiale et on a une plateforme qui nous permet de nous connecter à l'échelle mondiale. Et c'est notamment ça qui a fait le mouvement climat qu'on a connu ces derniers temps. Et ben en fait, je suis ultra optimiste. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les jeunesses ont toutes les clés en main pour pouvoir vaincre cette espèce de mastodonte de capitalisme mondialisé et financiarisé. Alors Marx disait que c'était les hommes qui faisaient l'histoire, les hommes et les femmes. Je pense que Marx disait aussi autre chose, c'est que la lutte des classes est le moteur de l'histoire. Le combat écologique n'est pas qu'un combat générationnel, c'est avant tout une lutte des classes. Moi je crois Marx et je pense que nous allons gagner, donc voilà pourquoi est-ce que je suis optimiste. Oui, je suis un vieux militant. Je voudrais expliquer rapidement pourquoi il y a aussi une coupure entre les jeunes aujourd'hui qui bougent et les anciens, comme moi, qui sont dans des tas d'associations et mouvements militants. Je me suis aperçu que nous considérions la jeunesse, excusez-moi, uniquement comme un vivier où on pourrait aller chercher des adhérents pour nos associations qui sont en train de vieillir, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on ne connaissait rien. La seule chose qui nous intéressait, excusez-moi, je bats ma culpe, la seule chose qui nous intéressait, y compris au niveau des insoumis, on a créé une commission pour se dire comment on pourrait faire pour que les jeunes viennent chez les insoumis. La seule chose qui nous intéresse, c'est comment attirer les jeunes vers les mouvements et les associations qui existent déjà. Et je crois que c'est extrêmement important. Un exemple tout bête. La réforme des lycées professionnels, excusez-moi, elle est passée comme une lettre à la poste. Avez-vous vu des tracts syndicaux? Avez-vous vu des mouvements politiques qui se sont bougés lors de la première réforme des lycées professionnels? Donc je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui se passe et qui manque de notre part, pas de la vôtre. Et vous devez être exigeant à notre égard. Vous devez être exigeant à notre égard pour prendre votre place et toute votre place. Voilà, je voulais témoigner. Est-ce qu'il y a une femme qui a une question? Je vous remercie pour toutes vos interventions. Pardon, je vais peut-être me lever. Pour ma part, j'ai une demande à vous faire. J'ai grandi dans les quartiers, mais j'ai réussi à m'en sortir en faisant une classe préparatoire et en entrant dans une grande école. Et ce qui m'a frappé, c'est le gouffre qu'il y a entre les jeunesses que tu décrivais tout à l'heure, Louis. Moi, j'ai grandi avec la jeunesse des quartiers, avec des amis qui ont arrêté à 16 ans, d'autres amis qui ont arrêté à 18 ans, des amis qui ont essayé de reprendre après, qui ont galéré, des amis qui ont essayé de faire des études mais qui ont arrêté par manque de confiance en eux, parce qu'ils n'avaient pas de possibilités, parce qu'ils galéraient à travailler à côté. Et aujourd'hui, j'étudie avec des personnes qui ne comprennent pas ces problématiques-là. Et je ne pense pas qu'elles sont incapables de les comprendre. Donc la demande que je fais, c'est que aujourd'hui, les syndicats étudiants dans les lycées et dans les facs, ils se sont développés. Mais il manque une unification de la jeunesse et des différentes jeunesses. C'est-à-dire que identifier des problématiques qui ne sont pas que celles des étudiants. Celles des étudiants, on essaie d'y répondre, mais identifier des problématiques qui ont été évoquées comme celles de la jeunesse des quartiers populaires, identifier des problématiques qui ont été évoquées comme celles de la jeunesse déscolarisée et qui essaient de réintégrer les bancs les cours de classe, la fac, etc. Identifier également la jeunesse qui ne comprend pas les problématiques des autres et créer du lien. Et pour ça, je pense que il faut créer d'autres institutions que uniquement des institutions étudiantes, mais aussi créer des institutions étudiantes là où on ne pense pas que c'est possible de les créer. Parce que je pense que c'est important de faire du lien. Également, peut-être faire du lien avec des syndicats des profs qui sont très développés. Et dans ces syndicats-là des profs, on a souvent ce qu'on appelle des AED, qui sont en réalité des étudiants qui travaillent à temps partiel en tant que surveillants, par exemple, et qui sont capables de faire ce lien-là avec des étudiants
dans les classes préparatoires, dans les lycées, etc. Donc moi, la demande que je fais aujourd'hui, c'est... Enfin, d'abord, je vous remercie pour tout le travail que vous faites, mais la demande que je fais, c'est essayer de créer davantage de liens avec toutes ces autres jeunesses-là qui existent aussi et qui n'ont pas encore eu la possibilité de vraiment prendre part au discours politique et d'amener leurs revendications. Je vous remercie. Grosse pression. Je suis ancien lycéen et donc futur étudiant à Paris 1, peut-être à l'Union étudiante, il faut que je vois. Et avant, j'étais dans un lycée en région parisienne à Créteil. Et ce lycée, il était super, lycée Léon Blum. Mais c'est vrai que c'était très compliqué de mobiliser. Enfin, je me rappelle, j'avais mis plein d'autocollants en plus autour du lycée 7 mars, on bloque tout. Mais sinon, quand je parlais à mes camarades et tout, c'était compliqué de leur... Et en plus, ils sont totalement de gauche, ils comprenaient les problèmes de la réforme des retraites, mais avoir cette culture un peu de l'action militante et d'aller bloquer et tout, eh ben, il n'y avait pas totalement ça. Et en plus, bon, on n'a pas de syndicat lycéen à Léon Blum, on n'avait quasiment même pas de locaux pour se réunir, donc c'était en plus compliqué. Et donc c'est ça, c'est comment arriver à construire dans les lycées, des fois, et plutôt dans les quartiers populaires, cette culture de l'action lycéenne, militante, voilà. C'est bon. Une femme? Non. Ouais, merci. Non, je voulais réagir sur différentes choses qui ont été dites à la fois pendant la conférence, à la fois par rapport aux questions, sur la question de une jeunesse, des jeunesses, parce que c'est beaucoup revenu quand même au début. Je pense bien sûr que la jeunesse, elle est hétérogène, que la jeunesse des quartiers populaires, c'est pas la même que les milieux ruraux, de la jeunesse bourgeoise, des milieux prolétaires, ça c'est sûr et certain. Par contre, je pense qu'il faut faire attention, et c'est ça qui est intéressant dans le débat, dans les questions qui sont posées, c'est que la jeunesse, on peut quand même le définir par le projet politique qu'on porte pour elle. Par exemple, que si on prend la classe d'âge qui va de l'entrée du lycée jusqu'à l'obtention du premier emploi stable, bah, elle se caractérise par le fait qu'elle est dans une précarité constante, par le fait qu'elle n'a aucun statut social qui la défend à l'heure actuelle. On le sait que Macron, il veut casser les retraites, et ce qu'il fait au fur et à mesure, mais jusqu'à aujourd'hui, les retraites, c'était le système de protection sociale qui garantissait une protection sociale pour la période de la vieillesse, entre guillemets. C'est pas le cas pour la jeunesse. Le RSA n'est pas ouvert aux moins de 25 ans, on a la majorité sociale, elle ne coïncide pas avec la majorité politique, parce que sinon on serait tous et toutes désassistés. Pareil, il y a sinon des statuts spécifiques qui sont faits pour chacun et chacune d'entre nous, mais contrairement à d'autres statuts dans la société, il n'y a pas de statut qui est protecteur pour la jeunesse à l'heure actuelle. Et donc, du lycée jusqu'à l'obtention du premier emploi stable, on est balancé par cette question de la précarité et par la bataille pour l'accès à l'autonomie. Et ça qu'il faut avoir en tête, c'est que quel que soit l'endroit dans lequel on vit actuellement dans le pays, quel que soit même notre positionnement social, il y a cette bataille pour s'émanciper. S'émanciper à la fois de nos parents et faire nos propres choix de vie, et aussi accéder à l'autonomie en étant capable financièrement de faire ses propres choix de vie, de pouvoir faire les études de son choix, de pouvoir décohabiter. Et ça, qu'on soit dans le milieu rural, qu'on soit dans les quartiers populaires, avec les difficultés qui sont chacun et chacune le sait, propres à son milieu d'origine, et on a quand même toute cette même aspiration qui est la question de l'autonomie et de l'accès à l'émancipation. Et c'est pour ça que, par exemple, la France Insoumise, on défend une allocation d'autonomie pour toutes et tous, quel que soit notre milieu d'origine, qu'on soit d'un milieu rural ou d'un milieu de quartier populaire, quel que soit le revenu de nos parents, notamment, parce qu'on considère le jeune pour ce qu'il est, c'est-à-dire un jeune en devenir, c'est-à-dire quelqu'un qui doit pouvoir se former comme il l'entend, qui ne doit pas dépendre de ses parents, être constamment renvoyé aux revenus de ses parents. Et c'est pour ça aujourd'hui aussi qu'on va s'opposer aux politiques du gouvernement qui vont vouloir dire aux étudiants, vos bourses, elles vont être calculées en fonction de votre lieu d'études. Ce qui fait pas qu'on va augmenter les bourses en région parisienne, mais qui va faire que plutôt on va baisser celle de Corse ou du Limousin, parce que vous entendez, la vie étudiante est moins chère là-bas. Je pense que c'est important de l'avoir en tête, bien sûr, donc il n'y a pas une seule jeunesse, c'est sûr et certain. Par contre, on va apporter un projet politique commun pour celle-ci, et c'est pour ça que je lis aussi avec les deux questions qui ont été faites précédemment. Effectivement, ça a été dit, l'émotion des jeunesses, ça a pu être compliqué ces derniers temps. Par contre, il ne faut pas essentialiser. Si les jeunesses scolarisées, notamment lycéens et étudiants, ont été plus souvent mobilisées, c'est pas par la force du Saint-Esprit, c'est parce qu'elle a été souvent plus apte à pouvoir le faire, parce qu'elle a été dans des conditions financières moins galères et donc plus facile à le faire. Donc Eleonore a été revenue là-dessus sur la précarisation qui a compliqué ça ces derniers temps, et aussi plus apte intellectuellement, parce que forcément, je termine là-dessus, quand on fait un certain nombre d'études en sciences sociales qui nous poussent à réfléchir sur deux questions, on est plus apte aussi à se mobiliser là-dessus. La responsabilité des organisations de jeunesse étudiantes et lycéennes, et elles répondront là-dessus.
c'est justement faire le lien avec tout le reste, c'est se mobiliser sur l'action des violences policières, c'est se mobiliser sur l'action de l'écologie, c'est effectivement pas de créer de barrières qui sont indépassables, et je pense que c'est tout ça l'enjeu qui nous importe. On l'a redit, les jeunes c'est pas juste des gens qu'on doit mettre comme ça en manifestation quand il y a une mobilisation, c'est des personnes qui doivent créer des propres cadres d'organisation qui font que le jour où la mobilisation elle arrive, et ben non seulement il y a des personnes qui pendant tout ce temps on crée la solidarité, et je sais qu'il y a des personnes qui font un certain nombre de distributions alimentaires ici et qui pallient le désengagement de l'État, qui justement quand il s'occupe pas de la précarité, permettre aux jeunes de continuer à vivre aujourd'hui au quotidien. Donc ça c'est le travail des syndicats étudiants, mais qui permet aussi que quand la mobilisation arrive, il y a déjà des cas d'organisation qui existent pour pouvoir niquer le gouvernement. Je fais rapide comme ça. Merci pour la question. Alors, je voudrais répondre d'abord sur le fait qu'il y ait une jeunesse, des jeunesses, effectivement. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Oui, il y a plusieurs classes sociales dans la jeunesse, mais il y a aussi cette aspiration à l'émancipation qui, je pense, peut dépasser un peu ce contexte-là. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas que des prolétaires qui s'engagent dans la jeunesse, et on peut considérer que c'est un problème qu'il n'y en ait pas assez, etc. Et ensuite, je voudrais dire que oui, effectivement, on a un problème quand on a un engagement qui est essentiellement blanc, essentiellement bourgeois dans les organisations de jeunesse, et ça sert à rien de ne pas le soulever. Et au final, bon bah, c'était quoi les autres questions en fait? Trop de questions d'un coup là. Je vais juste répondre à ça. Ah oui, j'ai compris. Oui, je voulais répondre à la question pourquoi il y a des jeunesses qui sont conscientes mais qui se mobilisent pas pour autant, et c'est une question hyper intéressante. Et je pense que pour le coup, moi je suis pas pour dire qu'il suffit juste de donner de la conscience aux gens, la conscience de leurs problématiques, et ça de toute façon, enfin je veux dire, c'est pas nous qui allons arriver devant les lycées, dans les lycées pro pour dire regardez vous allez mal et tout. Enfin les gens ils sont assez intelligents pour savoir quelles sont leurs conditions d'études et de vie, ils sont intelligents pour savoir qu'est-ce qui leur fait du mal concrètement, et c'est ces réformes là et c'est cette politique là. Donc après, moi je pense que ce qui va faire qu'on va avoir une mobilisation, c'est pas simplement ça découle pas simplement du fait qu'il y ait un problème dans les conditions, ça découle du fait qu'il y ait une mobilisation d'ampleur. Alors après, comment on met en place cette mobilisation d'ampleur? Je pense que l'outil syndical, on peut le trouver vieux, on peut le trouver pas à la hauteur sur un tas de sujets, et je suis complètement d'accord, mais il permet l'auto-organisation des travailleurs, et il permet aussi, dans le cadre des syndicats de jeunesse, l'auto-organisation de la jeunesse. Et ça, je pense que c'est très important, et ça rejoint ce qui était dit tout à l'heure, du fait que oui, c'est normal quand on soit dans les quartiers populaires, on ait l'impression qu'il y ait des organisations politiques ou syndicales qui viennent récupérer nos luttes pour en faire des éléments de langage pour plateau télé. Et ça, la solution face à ça, c'est l'auto-organisation. Et dans chaque lycée, il peut y avoir une personne qui peut lancer cette lutte-là et qui va aller faire de la conscience autour d'elle et lancer un mouvement. Et je pense que là-dessus, on a quand même une chance via les réseaux sociaux qui nous permettent de toucher un peu de manière très large des personnes, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et que pour lancer un mouvement, il faut qu'on s'appuie désormais sur le fait que oui, on peut aller toucher une personne dans chaque lycée avec les réseaux sociaux des syndicats ou même de la France Insoumise qui est assez forte là-dessus. Et il faut qu'on soit unis à chaque fois pour dire que oui, on peut ne pas être d'accord sur certaines choses, mais au final, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une mobilisation pour nos droits. Et là-dessus, il faut qu'il y ait de l'unité, il faut qu'il y ait de l'action. Et je ne sais pas si c'était le troisième mot d'ordre, mais voilà, quelque chose. Mais en tout cas, il faut qu'on arrive à avoir une action syndicale, une action politique qui soit coordonnée. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à mener les luttes de la jeunesse, dans l'unité, dans l'action et dans le combat. En soi, tout a déjà été dit en bonne partie par l'intervention de Naïm dans le public et par l'intervention de Manès. Moi, je voulais juste revenir également sur la question du lien. De toute façon, je partage totalement tout ce qui a été dit. Moi, je pars du principe que notamment... C'est pas chez moi, ok. Moi, je pars du principe qu'un outil, il en est aussi que ce qu'on en fait. Et donc, par exemple, le syndicalisme étudiant, effectivement, c'est un cadre d'auto-organisation, mais c'est un cadre dans lequel, du coup, tout le monde doit pouvoir se retrouver. Un cadre dans lequel, qui doit être le plus représentatif possible aussi de la population, dans ce cas-là, la population étudiante. Mais que, par exemple, il y a un gros enjeu à ce qu'on investisse justement la question d'organisation et solidarité, la question de faire du lien. Et je prends l'exemple de Rennes 2, parce que je vois des camarades de Rennes 2 là-bas, mais je trouve que c'est un très bon exemple de justement comment est-ce qu'on arrive
arrive à faire du lien tout en faisant quelque chose d'éminemment politique pour pouvoir dénoncer justement tous ceux qui précarisent les étudiants, tous ceux qui créent justement des inégalités comme ça dans notre pays. Et c'est voilà, juste en organisation des distributions alimentaires, en organisant des bars associatifs, en organisant des événements comme ça, on peut aussi arriver à faire du lien. Et après, c'est à nous également de sortir, on va dire, de nos universités, d'aller également, par exemple, dans des filières dans lesquelles les syndicats étudiants sont beaucoup moins présents, comme les IUT, les DUT et les BTS, dans lesquels forcément c'est pas non plus le même public, par exemple, qu'on va croiser dans une licence de philo. Et donc ça, c'est vraiment des enjeux encore qu'on a à se poser, la question donc, de comment est-ce qu'on va gagner du terrain partout, parce que pour reprendre encore une citation, parce que c'était un peu le jeu du bingo des citations, il n'y a révolution que là où il y a conscience. Et donc pour ça, il faut qu'on aille justement faire le travail partout pour aller conscientiser un maximum de monde et pouvoir faire en sorte que quand il y aura une mobilisation, elle partira pas non plus que de certains foyers privilégiés, même si évidemment, par exemple, il y a certaines filières qui vont être plus mobilisées que d'autres, mais qu'en tout cas, on puisse aller faire ce travail-là de politisation partout, parce que c'est ça justement qui nous permettra, in fine, de gagner. Je voulais aussi répondre à la question de, il n'y a pas de syndicat à tel endroit, il y a les jeunes qui se mobilisent peu, mais il faut avoir conscience que ce qu'on est en train de vivre déjà actuellement, après que François Hollande ait tué 150 ans de socialisme français, ça c'est une citation de Jean-Luc Mélenchon, ça j'ai fait mon bingo, après que François Hollande ait tué 150 ans de socialisme français, mais c'est tout le mouvement social qui s'en est trouvé affaibli, particulièrement après la loi travail. Et vous vous retrouvez à avoir, là on est sur un truc très, très sectarisé, mais vous avez l'UNEF qui se retrouve battu aux dernières élections étudiantes par l'Union étudiante. Vous avez le syndicalisme lycéen qui, dans ce que je vous ai expliqué avec le gouvernement qui refuse la conflictualité, se retrouve à ne plus être financé et qui donc du coup doit s'organiser autrement. Vous avez aussi le mouvement des jeunes insoumis qui, déjà la France insoumise est un mouvement jeune qui se construit constamment, et encore à l'intérieur, vous avez le mouvement des jeunes insoumis qui se construit. Et en fait, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est la reconstruction du mouvement social de jeunesse français, avec derrière des mouvements écologistes avec lesquels on n'a pas forcément traditionnellement des discussions. Et elles commencent à se créer. On commence à avoir ces liens qui se créent. Et il y a un mouvement social de jeunesse français qui est en train de se reconstruire. Alors, certaines personnes peuvent parler de ce qu'étaient les mobilisations dans la grande UNEF. Oui, aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais c'est en reconstruction. Et c'est en reconstruction sur des bases saines. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que je suis optimiste pour ce mouvement social-là, c'est que ce soit dans le syndicalisme lycéen, étudiant ou même dans le mouvement des jeunes insoumis, on n'est pas ici à faire de la popote et à se répartir les postes ou à faire les petites guéguerres de chapelle. Tout le mouvement social de jeunesse n'est tourné que vers une chose, c'est la lutte. Regardez par exemple les soulèvements de la terre, qui est un mouvement dans lequel vous avez énormément de jeunes. Les soulèvements de la terre, ils s'emmerdent pas dans de la popole, ils font de la lutte. L'union étudiante, ils s'emmerdent pas dans de la popole, ils font de la lutte. Le syndicalisme lycéen, ils font de la lutte. Le mouvement des jeunes insoumis est orienté vers la lutte. Et c'est aussi cette nouvelle manière d'organiser, et qui est presque une forme mouvement, j'ai envie de dire, c'est tout ça qui fait que petit à petit on va se reconstruire et qu'on va avoir une culture du militantisme qui va continuer de se répandre. Mais je vois beaucoup de jeunes visages dans cette salle, ça ne dépend que de vous, camarades. Et je vois aussi de personnes qui s'interrogent sur comment est-ce que je peux faire pour mobiliser les jeunes. Faites confiance en leur auto-organisation. Mettez-les en lien avec le panel d'organisation que j'ai juste à côté de moi, avec Red Jeune, avec le mouvement des soulèvements de la terre. Bref, aider à reconstruire ce mouvement social de jeunesse qui est déjà fort mais qui sera encore plus grand. Si jamais la Voix lycéenne et l'Union étudiante ont des stands, n'hésitez pas à passer nous voir également pour pouvoir continuer la discussion et pour voir aussi un petit peu quelle est notre action au quotidien et où est-ce qu'on est présent partout en France. Et si jamais les jeunes insoumis ont leur propre stand aussi. Voilà. Tu veux ? Et on va terminer. Mais j'ai rien à dire. Bon. Et si jamais, juste à côté, il y a l'union de la gauche aux européennes à construire, donc on va aller crier Union populaire à la fin, mes chers camarades, voilà. Et d'ailleurs, je termine aussi sur autre chose, mais c'est un très très bon argument à opposer à nos amis écologistes, socialistes et communistes. Après le refus des organisations d'ouvrir des discussions sur un programme, vous avez les jeunes insoumis, les jeunes écologistes et les jeunes socialistes qui se sont mis à discuter ensemble et à créer eux-mêmes un programme qui nous rassemblera pour les élections européennes.
et les jeunes générations aussi. Et bah là, encore une fois, c'est une belle preuve du mouvement social de jeunesse. Donc, mes chers camarades, merci d'avoir participé à cette conférence. Et Manès veut dire un truc. Parce que j'ai trouvé une citation, du coup, voilà. Non, je voudrais dire que malgré tout, malgré les divisions, moi je pense que c'est pas forcément par les européennes qu'on améliorera les conditions des lycéens, c'est par la lutte syndicale et sociale. Mais malgré tout, on est ensemble pour dire que, comme le disait Nelson Mandela, il faut changer l'éducation pour changer le monde. Merci.